Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle séance de guidage de lecture. On a eu quelques aménagements là, les derniers mois. On a refait un espace qu'on va consacrer en partie à ces vidéos. Et donc je suis ravi de vous présenter maintenant le nouveau cadre dans lequel on va faire ces vidéos. Donc un espace qu'on a réorganisé. Les vidéos s'étaient un petit peu espacées le temps qu'on se réorganise, qu'on réinstalle l'informatique, que tout se remette en place. Donc là, on est normalement opérationnel. On vient de fêter hier les 3 ans d'existence de la chaîne, donc on commence cette 4e année avec plein de projets, plein de bonne volonté. On est bien réinstallé, donc ça va repartir, on espère, sur le rythme qu'on avait avant. Donc on vise à peu près une vidéo au moins par semaine. Si on arrive à de temps en temps glisser une deuxième, et volontiers. Quoi dire de plus? Donc on continue bien sûr les guidages de lecture, c'est le principal travail, les résumés en parallèle. Là, le résumé du chapitre 7, il est enregistré, il reste juste à faire le montage, donc ça peut prendre quelques jours. Un petit mot par rapport à ça au niveau informatique. Donc on arrive un petit peu aux limites de notre ordinateur actuel. Si vous aimez ce qu'on vous propose, les guidages de lecture, toutes ces vidéos, on a beaucoup d'autres vidéos en projet, des vidéos sur des thématiques particulières. Je vais continuer bien sûr en tant que sophrologue des relaxations guidées, bien entendu. Si vous aimez ce qu'on vous propose, n'hésitez pas à nous aider financièrement, un petit coup de pouce. Simplement là, si on veut acheter un vrai ordinateur qui va pouvoir traiter rapidement les fichiers, et puis peut-être même passer en meilleure qualité vidéo, c'est-à-dire qu'il faut traiter des fichiers beaucoup plus gros, plus lourds. Donc si notre travail vous convient, n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce. J'ai dû mettre des liens sur le site YouTube, vous trouverez. Pour accompagner en tout cas notre démarche. Merci en tout cas pour votre fidélité. On reprend donc aujourd'hui ces guidages. Nous étions au chapitre 8. À peu près au milieu du chapitre, sachant qu'on arrive quand même globalement à la fin. Là il reste plus que ces quelques pages là pour terminer le chapitre 8, c'est-à-dire qu'on est en train de terminer le tome 1 de Sept Parle. On va donc pouvoir enchaîner juste après, chapitre 9, tome 2. Vous verrez, il y a beaucoup plus d'exercices dedans, donc on va pouvoir continuer dans des choses toujours pragmatiques de la part de Seth. Page 147, on est à la fin de la page. Il venait de nous expliquer, et globalement dans tout le chapitre, il nous explique que avec cette proposition d'entrecouper finalement les phases d'éveil et les phases de sommeil, de faire des enchaînements, on va dire, de passer de l'un à l'autre plus régulièrement, ça améliore beaucoup d'éléments dans notre vie. Il a déjà listé les dernières pages en parlaient déjà beaucoup, et donc il continue dans cette même lignée. Je relis juste la dernière phrase du paragraphe juste avant, qui donnait pour moi l'essentiel de ce qu'il voulait dire dans ce chapitre, à savoir le bloc de sommeil le plus important doit se situer la nuit. Ça on est bien d'accord, mais encore une fois le sommeil perd son efficacité au bout de 6 à 8 heures, et toutes sortes d'inconvénients, donc c'est même plus que des avantages, c'est-à-dire de dormir plus longtemps, toutes sortes d'inconvénients se manifestent après 6 à 8 heures d'inactivité physique. Voilà, ça c'était vraiment très clairement dit dans le paragraphe sur lequel on s'est arrêté. On enchaîne donc le suivant, où il dit maintenant qu'il y aurait un meilleur fonctionnement des minéraux, des hormones, et en particulier de la glande surrénale, avec les périodes d'activité alternée dont je parle. Donc là, il continue quelque part sa liste d'avantages à suivre ses conseils, en nous laissant toujours le choix, bien entendu. Seth a toujours proposé différentes choses, et même auprès de Jen et Robert, il leur a toujours dit, moi je vous conseille ça. Des fois il revient une fois ou deux dessus, puis après il laisse faire. Chacun est complètement libre, et tant mieux. Pour moi, c'est vraiment le principe fondamental. Là, il parle des minéraux, donc la manière dont le corps va gérer
Euh, bah, oui, je pense notamment les minéraux, c'est des oligo-éléments, c'est des éléments assez en faible quantité qu'on a dans le corps, mais donc cette régulation, absorption et puis élimination des minéraux. Les hormones, c'est tout ce qui va réguler notre corps. Les hormones sont émises à un endroit, souvent des glandes dans le corps, et ça va circuler et activer différentes choses à d'autres endroits dans le corps. Et là, il parle en particulier de la glande surrénale, en sachant qu'à ma connaissance, il y en a deux, des glandes surrénales, c'est une paire, et qu'elle joue principalement, oui, je crois que ça émet notamment l'adrénaline, donc c'est l'endroit où ça va activer ce qu'on appelle le système sympathique, donc le système lié au stress. Donc c'est là où sont émises les hormones qui vont nous préparer s'il y a besoin de se battre, de fuir, quand on est face à un danger. L'adrénaline accélère le rythme cardiaque, dilate les vaisseaux sanguins, la respiration, ralentit la digestion, sans doute au niveau du cerveau aussi, doit peut-être activer ou alimenter en sang le cerveau, peut-être, là, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, on est préparé à l'action. Donc, le rythme qu'il propose améliore également le fonctionnement, notamment de cette glande surrénale, donc de la déclencher au bon moment pour être prêt à l'action. Voilà, donc avec effectivement voilà, les activités alternées dont il a déjà parlé. Dans la phrase suivante, il va parler encore d'autre chose, il parle de l'usure du corps. Et il dit que l'usure du corps serait minimisée, alors que, en parallèle, les pouvoirs de régénération fonctionneraient à plein régime. Donc là, c'est intéressant finalement parce que on a un équilibre qui joue en permanence quelque part. C'est-à-dire que le corps, oui, s'use. C'est-à-dire que le fait d'être éveillé, d'être dans l'action, il y a des enfin moi en tout cas je vois ça comme ça, je pense pas dire de bêtises, de dire qu'on consomme quand même de l'énergie, qu'on va fatiguer les muscles, enfin voilà, tous les organes fonctionnent. Euh, donc après enfin oui, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de régénération telle quelle, le corps utilise des éléments, consomme de l'énergie, et les organes, ils travaillent, donc ils s'usent quelque part. Ce qui se passe, c'est qu'en permanence, il y a une régénération. Le corps, c'est un équilibre très complexe en permanence. Il y a des cellules qui vont effectivement se dégrader, être usées, donc être éliminées, elles meurent, c'est programmé dans le fonctionnement de notre corps. Et ça va donc, après, transformer, régénérer. Une cellule qui meurt est régénérée par une autre cellule. Ce qui fait que quand on regarde finalement, normalement, il y a assez peu d'usure visible. Mais il faut imaginer que ça, c'est deux éléments qui vont chacun à leur rythme. C'est-à-dire l'usure du corps, on peut l'accélérer si on dort moins, si on fait plus d'activité physique, si on n'a plus de stress. Enfin voilà, il y a différents facteurs comme ça qui vont accélérer l'usure du corps, donc le fragiliser, le détériorer, accélérer la mort des cellules. Donc c'est un phénomène voilà naturel mais qui peut être accéléré sous certains phénomènes. Je pense notamment voilà ces grands phénomènes de stress, des gens qui se retrouvent dans des situations de survie. J'ai comme ça quelques souvenirs en tête de marins par exemple qui font le tour du monde, qui se retrouvent tout seuls, le bateau a une avarie, il est en train de couler, donc ils se retrouvent vraiment dans des situations où ils imaginent que voilà s'ils sont pas sauvés dans les X heures qui arrivent, et ben ils vont être sur leur canot de sauvetage au milieu de nulle part, donc ça engendre un grand stress et du coup le corps voilà il prend un choc, il s'abîme avec cette situation particulière. Ça peut être un stress psychologique, un stress physique bien entendu, trop chaud, trop froid, voilà, différents éléments qui fait que le corps est obligé de lutter contre le monde extérieur et donc s'use. Ce phénomène-là, donc, c'est quelque chose de dynamique, et comme je disais, il est normalement équilibré par une régénération. Il y a en permanence une régénération dans le corps il cicatrise, le corps il se répare, si on se casse un os, il va se ressouder, enfin voilà, il y a comme ça cet équilibre-là, et ce qui fait que l'idée pour rester en bonne santé,
c'est de faire en sorte que l'usure du corps soit relativement faible, en tout cas plus faible que le niveau de régénération qu'on a. Donc on peut jouer sur les deux côtés, diminuer l'usure, la vitesse d'usure du corps, et accélérer la régénération, c'est-à-dire faciliter la reconstruction des cellules du corps de manière générale. Le repos, dans une certaine partie, bien sûr, fait partie de cette régénération, mais aussi, bien sûr, le fait de s'alimenter, d'être psychologiquement dans un endroit apaisant, etc., etc. Donc là, lui, il dit que sa proposition va jouer sur les deux niveaux. Une usure du corps minimisée, donc moins rapide, alors que le pouvoir de régénération fonctionne, eux, à plein régime. Donc on est au maximum, à l'optimum, dans ce qu'il en dit, de cette capacité à se régénérer. Donc on imagine comme ça qu'effectivement, on peut maintenir un corps en bonne santé, voire si on était dans un état de fatigue, d'usure, de stress, et bien de récupérer des capacités, retrouver de l'énergie, revitaliser le corps. Les différents métabolismes continuent-ils, qu'ils soient rapides ou lents, en tireraient également profit. J'en ai déjà dit quelques mots. La notion de métabolisme, c'est le mélange, là aussi c'est un équilibre entre deux éléments. Le catabolisme, qui est le fait de récupérer des éléments de l'extérieur, donc essentiellement la nourriture, mais il me semble que l'oxygène que l'on respire fait aussi partie d'un métabolisme, oui, a priori. Donc c'est des éléments qu'on va récupérer, et peut-être que ces éléments-là, on va pas les récupérer et les utiliser tels quels, donc il faut les catalyser, les démonter en petites briques élémentaires, qui sont utilisables après par nous pour l'anabolisme, c'est-à-dire le fait de reconstruire les briques élémentaires, nos cellules, enfin les molécules en tout cas, qui constituent nos cellules, l'intérieur, l'extérieur, etc. Le fonctionnement global du corps. Donc le métabolisme, c'est l'ensemble de ces deux capacités, d'optimiser la manière dont on récupère les éléments de notre environnement, et d'optimiser la manière dont on les utilise pour, encore une fois, régénérer, réparer le corps. Donc on est dans le même processus, la notion de régénération. Voilà. Donc ces processus, les métabolismes, lui il dit qu'il en tirerait également profit. Donc la notion est assez proche. Là, c'est en plus l'utilisation des éléments, dans ce que j'en comprends en tout cas, pour se nourrir de manière large, je dirais, se nourrir avec, comme je disais, également l'oxygène, etc. Paragraphe suivant, il dit que les centres psychiques seraient activés plus fréquemment et la personnalité globale en serait renforcée. Donc, on voit que c'est pas uniquement corporel, physique. Les avantages de ce qu'il propose, ça joue aussi d'un point de vue psychologique. Donc là, il le dit sous la notion de centre psychique. Activation des centres psychiques, là, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Bon, moi, ce que j'entends, c'est en tout cas qu'il y a une bonne utilisation, une bonne capacité d'utilisation de ces différents centres liés à notre fonctionnement psychique, donc le mental, tout ce qui est lié aux émotions, tout ce qui est lié à notre traitement des informations, les sensations, etc. Qui sont donc activés plus fréquemment. C'est peut-être parce qu'il y a ce rythme, effectivement, sommeil-éveil. Oui, j'ai l'impression que ça doit peut-être être ça simplement, c'est-à-dire que chaque centre avec chacun son fonctionnement. On peut imaginer que le fonctionnement des rêves, ce sera ce que Seth appelle un centre psychique particulier, son propre fonctionnement, puisque dans la nuit, on fait différents cycles liés autour du sommeil. Je crois que c'est à peu près entre 1h30 et 2h selon les personnes, où on va faire une série à peu près identique de cycles avec un sommeil, alors je sais plus exactement dans l'ordre, mais ça doit commencer par un sommeil léger, le sommeil paradoxal, je crois, on commence par rêver, le sommeil profond, il y a même plus de rêve, je crois qu'on est complètement déconnecté, et puis on revient sur un sommeil, je sais plus si c'est du paradoxal après, mais on revient vers du sommeil léger avant le réveil, et donc ça fait comme ça des cycles. J'ai peut-être oublié une phase ou deux, mais voilà, vous comprenez en tout cas le principe, et que du coup, de passer sur
des cycles comme ça qu'on arrive à insérer dans la journée, une sieste par exemple dans la journée, de décomposer la nuit en 2 phases de sommeil avec une période d'activité au milieu, eh bien quand on est en activité, on n'a pas la même fonctionnement au niveau du mental, de notre activité du cerveau, que lorsqu'on dort, et donc d'alterner plus fréquemment de l'un à l'autre va activer plus fréquemment, ça peut être simplement ça en fait ce qu'il en dit, les différentes fonctionnalités, les différentes manières dont fonctionne notre cerveau, et donc activer voilà, toute notre capacité finalement. Lui en tout cas, il parle de personnalité globale qui en est renforcée dans le sens où notre personnalité globale, c'est l'ensemble de notre moi interne, dans lequel on est plus facilement connecté quand on rêve, ou bien quand on va être dans un état particulier. Là, je pense par exemple à des périodes de méditation, ou des états comme ça, sous hypnose ou sous auto-hypnose, où on va être plus à l'écoute de notre moi profond, et un moi plus externe, qui est le moi mental, réfléchi, qui agit, donc, avec l'ego notamment, dans notre vie quotidienne. Et bien, de passer de l'un à l'autre, on voit que ça fait sens de se dire que ça fait du lien, et que ces deux personnalités qui fonctionneraient un peu en parallèle, finalement, fonctionnent plus ensemble, et ça joue sur le bon fonctionnement de notre personnalité globale, comme l'appelle Seth. Il continue en disant qu'il en résulterait une mobilité et une souplesse de la conscience, qui permettrait, donc les deux, mobilité et souplesse, qui permettrait une meilleure concentration. Donc la mobilité et la souplesse, Seth en parlait dès le début du livre, ça doit être, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième chapitre, c'est quand il parle lui de son environnement, et des jeux auxquels il jouait avec les entités qui partageaient son environnement. Il disait par exemple qu'un de leurs jeux, c'était d'envoyer leur conscience le plus loin possible, et donc de jouer avec cette souplesse mentale. Alors, je dis mental, mais mental, c'est plutôt lié au corps, alors que la conscience, c'est quelque chose qui, à mon sens, de ce que j'en comprends aujourd'hui, n'est pas lié au corps. Puisque la conscience existe même sans notre cerveau, sans notre fonctionnement de corps physique. Donc lui, il parle vraiment de cette mobilité de la conscience. C'est, si on résume un petit peu, grosso modo, ce qu'il cherche à développer chez nous. Avec les exercices qu'il a déjà donnés, il y en a 2 dans ce tome-là, je viens de dire, effectivement, il y en a plusieurs dans le tome 2, je sais plus combien, mais voilà, il y a plusieurs autres exercices. Il cherche avant tout à faire en sorte qu'on prenne conscience de nos croyances limitantes, c'est-à-dire d'acter que tout ce que l'on pense être la réalité n'est qu'une facette. C'est une croyance, c'est une manière qui est teintée, qui est subjective, de comprendre la réalité. Donc déjà, de prendre conscience qu'on a des croyances, et que celles-ci, dans certains cas, peuvent limiter notre accès au bonheur, quelque part, ce que l'on souhaite mettre en place dans notre vie, c'est le premier élément où ça demande de la souplesse dans la conscience. Ça demande une remise en question. Ça demande en permanence à se dire, je suis en train de faire ça parce que je crois ça, parce que je pense ça, parce que je pense que la réalité fonctionne comme ça, et qu'en fait, ce fonctionnement-là peut être, pas toutes les croyances, mais certaines croyances peuvent être au détriment de ce qu'on souhaite vraiment ardemment dans notre vie, de ce qu'on souhaite y installer, de ce qui est pour nous le bonheur. Et donc de prendre conscience de ça à chaque fois qu'on est en train de faire quelque chose et qu'on sent que ça grince un petit peu à l'intérieur de nous, de se dire, est-ce que c'est basé sur une croyance qui est utile pour moi ou pas? Ça demande de la souplesse de la conscience, de la mobilité, de la capacité de remise en question. La souplesse qu'il nous propose aussi, c'est ce lien, justement, de nous recaler, renouer, reconnecter à notre moi interne, à notre intuition, à notre créativité, à notre 6e sens, d'aller vers
l'écoute de nos intuitions. Avec l'idée fondamentale que le moi interne en sait beaucoup plus que nous sur la nature de la réalité. C'est à lui qu'on se reconnecte quand on va justement s'endormir, d'où sa proposition d'aller passer dans des phases de sommeil plus régulières. Et donc ça nous aide à avoir plus de souplesse, de passer de l'un à l'autre en permanence. Et là, ce qu'il dit dans cette phrase-là, c'est encore autre chose, c'est que ça amène en plus, donc de développer la souplesse et la mobilité de la conscience, c'est globalement ce qu'il nous propose, et ça permet en plus, dit-il, une meilleure concentration. La concentration, pour moi, c'est un mot qui est fondamental dans ce que j'essaie d'expérimenter au quotidien, puisque j'expérimente beaucoup le yoga, que Seth propose notamment à Robert, plusieurs fois il lui a dit continue à faire du yoga, il l'encourage vivement, il voit que c'est important. Et là je suis en train de continuer une formation, en tout cas je continue à développer, à continuer à découvrir les différents outils du yoga, les différents textes qui en parlent, la philosophie qui est derrière. Et donc je continue à prendre conscience que cette notion de concentration, elle est fondamentale dans le yoga, puisque globalement, la plupart des outils qu'on nous propose, c'est pour nous aider à apprendre à faire une seule chose. Apprendre à garder le mental stable et à avoir cette capacité à rester sur ce que l'on souhaite longtemps, le plus longtemps possible. Si on décroche, de s'en rendre compte le plus vite possible et d'y revenir. Donc on fait ça avec le corps, on fait ça avec la respiration, on fait ça avec le mental bien sûr, à travers la méditation. Et tout ça c'est un travail de concentration. Cette concentration elle se travaille. Le fait de pouvoir se concentrer ou pas, on peut essayer de le travailler, mais c'est dans le yoga, c'est un des outils qu'on appelle de lâcher prise, de laisser faire, on n'a pas une action directe, c'est-à-dire qu'on essaie de se concentrer, et après on y arrive ou pas. C'est une capacité. C'est pas une action qu'on peut mettre en place directement. Donc là, les exercices de Seth nous font augmenter la souplesse de notre conscience et nous amènent une meilleure concentration. Moi, tel quel aujourd'hui, je dis, c'est super, c'est hyper important. Ça nous aide tous les jours, tout le temps, tout le temps. Dès que vous voulez faire quelque chose dans votre vie, eh bien, il y a besoin de concentration pour ne pas laisser perturber, pour rester, avoir toute cette énergie de faire l'action que vous voulez mettre en place, parce que vous l'avez choisi, parce que vous considérez que c'est bien dans l'équilibre de votre vie de manière globale. Donc la première difficulté, c'est de savoir ce qu'on veut dans la vie. Oui, effectivement, et ça peut demander des temps de réflexion ou de méditation, selon qu'on est plutôt dans le mental ou dans l'intuition. Mais une fois qu'on a trouvé ce qu'on veut faire, il faut de la concentration pour y rester. Ne pas s'arrêter dès qu'il y a un petit grain, une petite gêne, quelque chose qui nous dérange, qui nous arrête, une perturbation extérieure ou une incapacité intérieure. Il faut y revenir. Si on veut le soir se dire « Ah, aujourd'hui, j'ai fait ça, c'est ce que je voulais faire et je sais que c'est bien pour moi à long terme », il y a besoin de concentration. Et là, Seth nous dit comment faire. Donc c'est vraiment pragmatique. Les expérimentations de Seth, les exercices qu'il nous donne, sont des éléments pragmatiques par rapport au reste de son livre, qui peut paraître un petit peu théorique de temps en temps, mais c'est pour ça que j'essaie en tout cas moi de refaire du lien et de vous expliquer, moi en tout cas, ce que j'en ai compris aujourd'hui et comment j'essaie de l'appliquer dans ma vie. La phrase n'est pas finie. Une fois qu'il dit que cette mobilité et cette souplesse nous amènent une concentration, il dit que les niveaux de fatigue resteraient toujours en dessous du seuil critique. Et bien, c'est relativement cohérent avec ce que je viens d'expliquer. La concentration, c'est notamment une capacité intérieure de ne pas se fatiguer, c'est-à-dire de rester concentré. Je sais pas, des gens qui n'arrivent pas à rester concentrés, c'est souvent parce que ils se fatiguent. C'est-à-dire, au bout d'une demi-heure, d'une heure, ils disent oh,
j'en peux plus, j'ai mal au crâne, j'ai besoin de faire autre chose. Pour moi, c'est lié à la fatigue. Une fatigue psychique. Est-ce que je suis capable de rester plusieurs heures à faire la même chose, quitte à faire des petites coupures au milieu? Bien sûr, mais en tout cas, d'y revenir relativement rapidement. C'est-à-dire que le temps de régénération, de repos dont j'ai besoin, il est relativement faible par rapport à tout le temps où je peux rester concentré à faire ce que j'ai envie de faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est la notion de seuil critique, c'est-à-dire que la mobilité de la conscience que cette nous invite à expérimenter, à développer, là pour le coup c'est un exercice à faire et à développer, donc on peut gagner en capacité, eh bien ça nous permettrait de rester, c'est marrant cette notion de seuil, c'est-à-dire imaginez il y a quand même un seuil, si on arrive au-dessus de cette fatigue, c'est un seuil critique qui fait que le corps il en a marre, on est obligé de s'arrêter. On dépasse une capacité pour nous qui fait que on doit arrêter. Eh bien, tout ce qu'il propose évite, finalement, c'est-à-dire que ça fait monter la fatigue moins vite. Donc on revient aussi dans cet équilibre dont il parlait avant, finalement, d'une autre manière, la notion d'usure par rapport à la régénération. Et donc, globalement, ça revient à ça, c'est-à-dire que la fatigue s'installe moins vite, nous n'arrivons pas à un seuil critique. Et la notion de seuil critique aussi, ça peut vouloir dire aussi que si régulièrement on met quand même beaucoup d'énergie pour aller jusqu'au bout, et on y va à 120% de nos capacités, c'est-à-dire qu'on dépasse un seuil critique de fatigue régulièrement, et on insiste, et ce seuil critique, ça peut être au détriment de notre corps à long terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je pense à la notion de burn-out, c'est des choses comme ça très minimes, on dépasse un seuil critique sans vraiment s'en rendre compte, mais on va quand même dépasser, et on cumule, et on cumule, et on cumule. Et de jour en jour, on n'arrive pas à redescendre. Et c'est ça qui amène que petit à petit, on se retrouve désemparé face à une montagne, et on se dit, mais finalement, j'y arriverai jamais parce que ça ne fait que se cumuler. Je continue à accumuler du retard, je continue à accumuler de la fatigue, je n'arrive pas à trouver assez de temps de repos, mon repos n'est pas suffisant pour affronter tout ce que j'ai devant moi. Et c'est le propre de ce que j'en ai compris, du burn-out, de se retrouver dans une situation de détresse et de voir que plus le temps passe, plus ce qu'on a à faire devient imposant, important, et donc c'est de pire en pire la situation. Jusqu'à un moment donné, on dit stop, voilà, je n'arrive plus à gérer tout ça. Donc, ça peut peut-être effectivement faire un petit peu sourire, mais en tout cas cette proposition, encore une fois, globalement sur la journée, le temps de nuit est le même dans ce que propose Seth. Donc ça peut faire sourire dans le sens où ça paraît pas grand-chose. Ce qu'il propose, c'est une réorganisation. Le même temps qui est coupé au moins en 2 fois, voire en 3 fois. Ça dépend un petit peu des propositions, il a dit aussi que ça dépend des personnes. On peut faire des nuits assez courtes en la coupant en 2. Donc déjà la nuit, on fait 3 heures par exemple de nuit, on reste éveillé 1h30, à peu près un cycle, on va dire. Donc peut-être la première demi-heure on peut être actif, on a vraiment une action, y compris faire une activité physique ou voilà, en pleine lumière, on peut manger, on peut être actif. Et puis, une demi-heure avant d'aller se recoucher, on retrouve une activité plus calme. De la lecture, une lumière douce en tout cas, d'éviter quelque chose qui va réactiver notre propre système à rester éveillé. Et on s'endort plus facilement, et on refait 2 heures, 3 heures, en fonction de ce dont on a besoin. Donc ça fait une nuit de 6 heures, découpée en 2. On est quand même réveillé assez tôt. Et si on a besoin, pour compléter, on redort une sieste. Donc voilà, il faut trouver le temps. Et c'est ça, pour moi, dans ce que j'avais déjà expliqué, la difficulté de l'expérimentation par rapport à la proposition de Seth, c'était de trouver ce temps suffisant dans la journée. Alors qu'effectivement, moi j'ai des horaires assez changeants d'une journée à l'autre. Donc de réussir à m'organiser en fonction du lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, voilà, c'est des rythmes un peu trop différents. Donc j'ai pas encore réussi à trouver quelque chose qui me convienne comme équilibre.
Mais c'est juste cette réorganisation qui fait qu'on a le même temps éveillé, le même temps endormi, et que juste de changer ça permet d'user moins vite son corps, de se régénérer plus vite, d'éviter d'atteindre un seuil critique de fatigue. Et donc d'avoir une capacité à long terme, donc c'est un travail de marathon, de marathonien, sur le long terme, de gérer plus facilement tout, la fatigue, tout ce qu'on a à faire au quotidien, d'être concentré, donc d'être plus efficace aussi. C'est ça ce que ça veut dire. Seth nous dit que juste de changer notre rythme permet d'être effectivement dans une plus grande efficacité, une plus grande productivité, dans ce qu'on veut mettre en place dans sa vie tous les jours. Donc on fait plus de choses, ou mieux en tout cas. Voilà, les niveaux de fatigue resteraient au-dessous du seuil critique. Et il termine ce paragraphe en précisant que cela aurait pour effet un meilleur équilibre, aussi bien sur le plan physique que mental. Donc c'est effectivement une bonne conclusion par rapport à ce qu'il a dit avant. Il a parlé de ces différents éléments, donc je n'insiste pas, c'est vraiment en tout cas intéressant, l'équilibre du corps et du mental, en même temps, les deux. Oui, je vais continuer encore un petit peu avant de faire la pause. Paragraphe suivant, on va commencer ce paragraphe. Il précise que ce genre d'horaire, ce qu'il a proposé déjà bien sûr, pourrait être facilement adopté. Bon, lui voilà, il trouve que c'est facile. Alors, c'est très bien, écoutons à nouveau la proposition de Seth. Qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui travaillent aux heures ouvrables américaines pourraient faire une nuit de 4 à 6 heures, selon les variations individuelles, ce qu'il a déjà proposé. Si vous avez un doute là-dessus, revenez, c'était sur le début du chapitre, il en parlait relativement vite. Et un somme après un repas pris en fin d'après-midi. Voilà, c'est cette fin de phrase peut-être effectivement. Je vous avais dit au début que je sentais un peu des contradictions dans ce qu'il est proposé. Jusqu'à maintenant, je n'en ai pas trop trouvé. Mais effectivement, pour résumer, ce que j'ai compris du début du chapitre, c'est que Seth nous conseillait ardemment de ne pas aller jusqu'à 10 heures consécutives, soit de sommeil, soit d'éveil. Même il disait à partir de 6-8 heures, c'est bien. Il l'a redit, voilà, qu'est-ce que j'ai juste avant toutes sortes d'inconvénients se manifestent après 6 à 8 heures d'inactivité physique, donc de sommeil. Bon, ça c'est ce qu'il proposait. Donc moi j'en déduis que, là il redit 4 à 6 heures la nuit. J'en déduis que la nuit, on va faire plusieurs hypothèses. Bon, si on se couche, on va peut-être pas se coucher très tôt, enfin je veux dire, si on va avoir un rythme, une vie sociale, si on se couche vers 10h30, 11h par exemple. Bon, disons 11h. Quelqu'un qui va dormir 6 heures. Soit il se réveille à 5 heures, soit il a fait une pause d'1 heure dans la nuit ou 1h30, donc il peut se réveiller vers 6h30, 7h. Bon. 7 heures, bon, il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression, quand les heures ouvrables, ça peut être 8h30, 9h, 10h des fois, les commerces. Si on a un temps de déplacement, le temps de se lever, d'être bien réveillé, de s'occuper de son repas, de son corps, les petits soins dont on a besoin, de sa vie de famille, peut-être les enfants, passer du temps un peu en famille, le minimum. D'aller à son activité. 7 heures, 7h, 7h30, 8h, il y a beaucoup de personnes qui se réveillent en tout cas dans ces heures-là. Donc ça c'est compatible avec ce que Seth propose. Mais par contre, moi ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que si on se lève à, disons 7 heures, 10 heures jusqu'au somme, il parle d'un somme en fin d'après-midi. La fin d'après-midi, pour moi, c'est après le travail. Donc de sortir à 17h du travail, c'est bien. Moi, je connais pas beaucoup de personnes qui commencent à 8-9 heures et qui ont fini à 17h. Il y en a peut-être. Ça dépend là aussi de la taille de la pause à midi, bien entendu.
Ça dépend de la répartition dans la semaine. Est-ce que c'est un travail sur 5 jours ou 4 jours? Ça dépend si c'est un temps plein ou un temps partiel, bien entendu. En tout cas, moi, dans mon activité, quand je travaillais à temps plein, ou en tout cas voilà, un équivalent temps plein, je sortais un peu plus tard, le temps de rentrer chez moi. Plus tôt, j'avais pas beaucoup de temps de déplacement, j'avais à peu près optimisé. J'étais dans une grosse demi-heure, un peu plus. Bon, ce qui est déjà très bien. Enfin, moi, je trouvais que c'était plutôt bien. J'étais chez moi vers le temps de rentrer, de me poser un petit peu, 18h30 en gros. Et ce qui fait qu'il y a plus de 10 heures entre mon réveil et le temps où je peux refaire une pause. Donc on n'est pas dans la proposition de 7 au départ. Donc c'est ça qui me perturbe un petit peu dans cette phrase-là. Donc soit ça veut dire que les heures ouvrables américaines, moi j'en sais rien, ils finissent beaucoup plus tôt. Soit, et c'est ça ma difficulté, effectivement, c'est-à-dire j'essayais de caser un somme au milieu de la journée de travail. Donc dans la pause méridienne, Seth propose en même temps de manger. Il dit toujours essayer de manger régulièrement des petites choses, des petites collations. Donc de faire une sieste et de manger, si on n'a que 1 heure, c'est pas évident. En plus, est-ce qu'on a un lieu particulier? Si on est dans un bureau, ou si on même, il y a des gens qui travaillent en extérieur, sur les chantiers, des choses comme ça. Bon, faire une sieste dans une camionnette ou un véhicule, oui. Bon, enfin voilà, donc c'est là où, moi en tout cas dans mon rythme, c'était pas toujours évident. Et là, par rapport à sa proposition, je trouve que c'est pas exactement ce qu'il proposait au départ. Donc je suis pas sûr exactement qu'est-ce qui est le plus important pour lui. Est-ce que c'est de faire une pause, même si c'est à 17-18 heures, c'est-à-dire plus de 10 heures après le réveil, ou est-ce que c'est un peu ses premières propositions où il disait vraiment, voilà, au moins, au bout de 8-9 heures, essayer de couper, que ce soit le temps éveillé ou le temps endormi. Donc j'ai pas tellement à en dire plus là en tout cas, mais lui il considère que c'est facile et voilà sa proposition d'application. Il continue en disant, voilà, très précisément, je veux qu'il soit clair en tout cas que tout ce qui vient s'ajouter à une période continue de 6 à 8 heures de sommeil joue contre vous. C'est la conclusion de ce que j'avais lu, la fin de la dernière séance de guidage. 6 à 8 heures de sommeil, c'est le maximum. Au-delà, ça joue contre vous, donc contre votre santé. Ça n'améliore pas votre fatigue. Et qu'une période de 10 heures de sommeil, par exemple, peut être absolument contre-productive. Donc là, il insiste beaucoup sur les 10 heures dont je parlais juste avant, mais uniquement du sommeil, sans réinsister sur le fait que 10 heures éveillées de suite, moi j'avais compris, alors sauf si c'est moi qui ai mal compris, peut-être que je rejetterai un coup d'œil, ou je vais regarder, parce que j'ai dû faire un peu des résumés. Il me semble, est-ce que rapidement, là je peux retrouver des éléments? Donc qu'est-ce qu'il disait? Donc la nuit, plus efficace répartie sur 2 périodes, 2 cycles de 3 heures, c'est suffisant pour récupérer complètement. Repas légers, plus de petits repas légers, c'est mieux que 3 gros repas. Variation, 5 heures, dormir de suite, c'est un bénéfice maximal. Si besoin de dormir plus, faire une sieste de 2 heures. Pour d'autres, 4 heures plus 2 siestes. Voilà. Et effectivement, il accompagnait ça en disant faire des suggestions adéquates. Le corps récupère plus vite. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous endormez, vous faites des suggestions à votre corps pour que la régénération soit optimale. Donc ça peut faire partie effectivement de la démarche. C'est peut-être ça que j'arrive pas encore à faire de manière optimale. Et que tout ça est plus efficace pour maintenir un corps... Ah oui, non, plus efficace de maintenir un corps actif pendant 8 à 10 heures maximales. Donc c'est bien ça. Donc ça, il l'a bien dit effectivement plus tôt. 6 à 8 heures de sommeil en tout par jour, ce serait normalement maximum. Voilà, repas léger au sommeil. Les inconvénients arrivent après 6 à 8 heures de sommeil, d'inactivité physique. Bon. Donc voilà, je ne sais pas exactement, en tout cas il redonne cette ligne-là,
essayer de voir par rapport à ces 10 heures. Pour moi, c'est un petit peu le résumé principal de ce qu'il proposait. Et là, qu'il redit en tout cas pour le sommeil, il ne le redit pas pour la partie éveillée. Et oui, il conclut effectivement ce paragraphe en disant « D'ailleurs, quand vous dormez si longtemps, vous vous réveillez souvent non pas reposé, mais vidé d'énergie. Vous avez négligé la boutique. » Et ça, c'est vraiment une sensation que j'ai eue moi très tôt dans ma vie. Je vous avais déjà expliqué qu'à une période avec ma compagne à l'époque, on avait pris l'habitude un peu métro dodo boulot, je dirais, sans le métro, puisqu'on travaillait, moi je travaillais à domicile, et elle travaillait dans la même rue, donc vraiment, ça, même pas 5 minutes à pied pour aller au travail. On était à un rythme un peu typique occidentaux, j'étais assez loin du rythme de 7. On regardait souvent le film le soir, on se couchait juste après, vers 10h30, on se réveillait vers, je crois, 8h, 8h30, peut-être même le réveil. Et en fait, après quelques mois, vraiment, j'étais fatigué en permanence. Et donc, j'essayais de dormir plus pour récupérer. Et donc voilà, j'avais, oui, entre 25 et 30 ans. Oui, autour de 25 ans, donc vraiment à un moment donné où je pensais être au maximum de mes capacités physiques. Et j'étais fatigué en permanence. Voilà, mes parents s'en sont rendus compte, ils commençaient à être inquiets pour moi. Enfin, il y avait un équilibre qui était pas bon. Et donc spontanément, à un moment donné, oui, je me suis rendu compte qu'en me levant un peu plus tôt, finalement, d'une part, ça me donnait du temps aussi pour faire des activités, moi de mon côté qui me plaisaient, de peindre, de dessiner, d'écouter de la musique, de faire de lire, voilà, des choses pour moi qui me plaisaient, qui m'apportaient du bonheur, de la joie dans ma vie. Donc, déjà, juste ça, c'est important. Et qu'en fait, de me lever avec un réveil tous les jours, même le dimanche, et ben finalement, j'étais moins fatigué. Ça me redonnait de l'énergie. Et peut-être je refaisais aussi un peu plus d'activité physique. Enfin, voilà, j'ai trouvé un autre équilibre. Et je me suis rendu compte, voilà, un peu tout seul qu'effectivement, le fait de négliger la boutique, là en plus, pour moi, il fait référence au fait que la conscience quitte le corps à certaines phases du sommeil. Et donc, nous, en tant que conscience, on néglige le corps, on néglige la boutique, on n'est plus là. Et le corps, il fait comme il peut. Alors, il a sa propre conscience, son fonctionnement intérieur autonome, bien sûr, en partie. Mais c'est pas la même chose que quand nous, on est focalisé, notre conscience, sur le corps, spécifiquement. Donc, de partir si longtemps, quelque part, on n'est plus dans la réalité physique. Il avait parlé à un moment donné des muscles un petit peu comme, moi je vois cette image-là comme des élastiques, c'est-à-dire qu'on perdait en souplesse, en élasticité corporelle, parce qu'on était resté figé, immobile, pendant trop longtemps. Moi je sais que des fois quand je dors trop longtemps, je me réveille, j'ai des fourmis dans les bras, parce que je suis resté trop longtemps que d'un côté. Ça a coupé un petit peu la circulation sanguine, par exemple. Hein. Donc voilà des exemples, moi, de mon vécu, dans mon corps, ce que ça peut mettre en place. 7, là en tout cas, le déconseille vivement. Voilà. D'où effectivement, là c'est vrai qu'en relisant le petit résumé, les notes que j'ai prises, j'ai pas retrouvé cette proposition-là de couper la nuit elle-même en 2 phases. Mais ça faisait partie des expérimentations que j'avais retenues, en tout cas qu'on faisait à un moment donné avec ma compagne. Voilà, bah écoutez, on est à la fin d'un paragraphe, je vais peut-être faire une pause là, à ce moment-là. Et puis on se retrouve juste après pour la deuxième partie de cette séance. C'est combien là? 54e? Exactement, voilà, 54e séance de guidage de lecture. Je vous retrouve tout de suite.